Si vous avez récemment parcouru les réseaux sociaux ou suivi l'actualité, vous avez peut-être vu une image en particulier qui rend beaucoup de gens très nerveux. C'est une photo de soldats israéliens, en uniforme. Mais ce n'est pas leur équipement qui attire l'attention des gens, c'est un petit écusson brodé sur leurs bras. À première vue, cela ressemble à une carte assez standard de la région. Mais si vous regardez de plus près, vous voyez que la carte ne représente pas Israël avec ses frontières de 1967 insérées dans la région du Moyen-Orient. Elle étend Israël lui-même pour englober la Cisjordanie, Gaza, le plateau du Golan, puis continue vers la Jordanie, le Liban, la Syrie et même des parties de l'Égypte et de l'Irak. Ce n'est pas un choix de design aléatoire d'un soldat, c'est une représentation visuelle d'un concept appelé le Grand Israël, ou Eretz Israël Hashlema. Avec l'invasion récente de Gaza par Israël et l'occupation militaire déclarée du sud du Liban début 2026 suite à l'occupation antérieure de la ville sur le plateau du Golan et à ses incursions illégales historiques en Cisjordanie, ce n'est plus simplement une théorie marginale. C'est en train de devenir un élément central du débat géopolitique au sein du pays. Mais d'accord, pour comprendre pourquoi ce soldat en 2026 porterait une carte de la moitié du Moyen-Orient sur son bras et en revendiquerait le territoire comme le sien, il faut remonter des milliers d'années en arrière. L'idée du Grand Israël est, selon ses partisans, enracinée dans la Bible hébraïque, plus précisément dans l'Alliance des morceaux dans la Genèse, chapitre 15, verset 18. Le texte dit « À ta descendance, je donne ce pays, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate. » Maintenant, tout d'abord, il faudrait croire à la véracité de ce qui est écrit dans le document. Ensuite, il faudrait croire à sa validité, en tant qu'espèce de document juridique ancien, qui définirait d'une certaine manière des frontières. Il faudrait aussi croire que, pour une raison ou une autre, ces frontières sont encore valables aujourd'hui. Quiconque analyse cela logiquement comprend le problème. Mais même sans tenir compte de ce que je viens de dire, il subsiste un autre problème. La Bible elle-même donne en fait 3 définitions différentes du territoire. Et selon celle que vous choisissez, la carte idéale d'Israël change complètement. La première est ce qu'on appelle la vision large. La Genèse 15 décrit un territoire immense donné à tous les enfants d'Abraham, y compris Ismaël et Madian. C'est la carte maximaliste qui s'étend sur le Levant, celle vue sur l'écusson. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la vision restreinte. Nombres 34 et Ézéchiel 47 décrivent une zone beaucoup plus petite, spécifiquement destinée aux tribus après leur sortie d'Égypte. C'est plutôt une situation allant de Dan à Bersabée, avec un territoire beaucoup plus petit. Et puis pour moi, il y a même la vision progressive. Le Deutéronome mentionne une terre qui sera donnée lentement, sur de nombreuses années, presque comme une frontière qui ne cesse de s'étendre. C'est peut-être la théorie que beaucoup de partisans intransigeants considèrent comme la méthode pour atteindre l'idée de la vision large. Mais encore une fois, même cette vision large comporte un autre grand point de discorde, ce qu'on appelle le fleuve d'Égypte. Certains nationalistes religieux interprètent cela comme étant le Nil. En prenant le Nil comme frontière ouest et l'Euphrate comme frontière est, on obtient cette vaste carte présente sur les écussons d'uniforme, couvrant l'Égypte, la Jordanie, la Syrie, l'Irak et une partie de la Turquie. Mais la plupart des historiens et des archéologues soutiennent que le fleuve d'Égypte n'est pas du tout le Nil. Ce n'est qu'un choix d'interprétation de la part de ces extrémistes. Au lieu de cela, ils pensent qu'il s'agit du Wadi El Arish, un lit de rivière saisonnier au milieu de la péninsule du Sinaï, qui à l'époque aurait été appelé le fleuve d'Égypte. Si cela est vrai, la carte du Grand Israël rétrécirait considérablement, perdant la majeure partie des terres peuplées de l'Égypte. Vous pouvez donc comprendre les nombreuses couches d'arguments discutables que ces personnes utilisent pour justifier leur théorie, qui est elle-même discutable dès le départ. Salut à tous, un message rapide. Comme vous l'imaginez, il est difficile de trouver des sponsors pour ce type de vidéo, car peu d'entreprises souhaitent être associées à ces sujets. La raison pour laquelle je peux faire cette vidéo, c'est grâce à vous. Les dizaines d'entre vous qui me soutenez soit sur Patreon, soit ici directement via un abonnement YouTube. Donc, je veux prendre un instant pour vous dire merci à vous tous. Et si vous voulez une vidéo exclusive supplémentaire par mois, un accès anticipé à toutes les vidéos que je publie,
des aperçus des coulisses, et m'aider à faire plus de vidéos sans sponsor. Vous pouvez aussi rejoindre le Patreon ou devenir membre YouTube. Je vous en serai vraiment reconnaissant. Je ne veux pas prendre plus de temps, merci d'y penser. J'espère que vous apprécierez la suite de la vidéo. Voilà d'où vient leur idée. Mais quand un mouvement prônant une véritable annexion a-t-il commencé ? Alors que la Bible aurait soi-disant fourni la carte, le sionisme moderne a fourni le moteur politique. À la fin du XIXe siècle, Theodor Herzl essayait de comprendre comment faire d'un État juif une réalité. Herzl était un journaliste juif hongrois et un avocat considéré comme le père du sionisme moderne. Il est vu comme le père fondateur d'Israël par beaucoup. Il a fondé l'organisation sioniste politique et a encouragé l'immigration juive en Palestine, qui à la fin du XIXe siècle faisait partie de l'Empire ottoman, dans le but de former un État juif à cette époque, ou du moins, d'en poser les bases pour l'avenir. Il a lui-même été fortement influencé par un homme appelé William Eckler, un sioniste chrétien anglais. Un moment célèbre, rapporté dans certaines histoires, évoque leur rencontre dans un train, même si je ne suis pas sûr que ce soit vrai. Eckler aurait déplié une carte sur une table dans l'un des compartiments et aurait expliqué à Herzl pendant des heures où devraient se situer les frontières de ce futur État. Herzl a noté dans son journal que la frontière nord devrait suivre les montagnes de Turquie face à la Cappadoce. À la frontière sud, il y aura le canal de Suez. Leur slogan était « La Palestine de David et Salomon ». Cependant, l'ancien royaume d'Israël ne s'étendait pas jusqu'à ces terres, bien qu'il fût plus vaste qu'Israël aujourd'hui. En 1917, les Britanniques ont publié la déclaration Balfour, déclarant qu'ils voyaient d'un bon œil l'établissement d'un foyer national juif en Palestine. La Palestine était un terme flou sous la domination ottomane. Après la défaite ottomane lors de la Première Guerre mondiale et la prise de contrôle britannique, le rêve sioniste semblait près de se réaliser. En 1919, leurs dirigeants présentèrent des cartes qui incluaient la Cisjordanie, Gaza et de vastes portions du Liban et de la Jordanie. Ils ne pensaient pas seulement à la religion, ils pensaient aussi aux ressources. Ils voulaient les sources du Jourdain et les terres fertiles du Oran, aujourd'hui en Syrie, pour s'assurer que l'État puisse réellement survivre économiquement. Alors, si les premiers sionistes voulaient aller deux rives du Jourdain et n'ont obtenu qu'une partie de la Palestine au départ, pourquoi le mouvement des colons modernes se concentre-t-il principalement sur la Cisjordanie, c'est-à-dire le territoire à l'ouest du fleuve ? La Palestine ne pouvant pas repousser Israël faute de ressources, la Jordanie, pays souverain à l'est, pourrait en avoir les moyens. À l'origine, le mandat britannique couvrait les deux rives du fleuve. Cependant, au début des années 1920, les Britanniques ont séparé la rive est pour créer l'émirat de Transjordanie, qui correspond à la Jordanie actuelle. C'était essentiellement pour honorer un accord avec la famille hachémite et mieux gouverner les populations locales. Cela, c'était un coup dur pour les sionistes révisionnistes, comme Ziv Jabotinsky. Les premiers de groupes révisionnistes comme Betar et Irgun considéraient l'ensemble du mandat, y compris la Jordanie, comme le lieu d'un futur État d'Israël. Leurs affiches de 1931 montraient une carte couvrant à la fois Israël et la Jordanie, avec un fusil posé dessus. Leur devise était « Le Jourdain a deux rives, celle-ci est à nous et l'autre aussi ». Même David Ben Gourion, le premier ministre d'Israël et un dirigeant des sionistes travaillistes plus modérés, considérait le plan de 1937 visant à diviser la terre comme une simple première étape. Lorsque Israël a été fondé en Palestine occidentale après la Seconde Guerre mondiale, il aurait dit à son fils que construire un État sur une partie de la terre n'était qu'un moyen d'accroître leur force afin de pouvoir, un jour, libérer l'ensemble du pays. Il a d'ailleurs déclaré qu'il briserait ces frontières qui leur étaient imposées. Puis, tout a changé en 1967. Les sionistes travaillistes, alors au pouvoir, étaient pragmatiques et ont accepté les frontières de 1948 pour obtenir un État viable. Mais lorsqu'Israël a capturé la Cisjordanie, Gaza et le plateau du Golan pendant la guerre des 6 jours, un conflit bref et décisif entre Israël et ses voisins arabes, l'Égypte, la Jordanie et la Syrie, le mouvement pour un grand Israël est né presque du jour au lendemain. Soudainement, ce cœur biblique était sous le contrôle effectif d'Israël. Et cela a conduit à la croissance de Gush Emunim, un groupe politique religieux qui croyait que coloniser la terre était une condition préalable à l'arrivée du Messie. Pour eux, céder une partie de cette terre était non seulement une erreur politique, mais aussi un péché contre Dieu. Si vous créez du contenu,
ou si vous avez déjà essayé de monter une vidéo, vous savez déjà combien il faut de séquences et de matériel pour réaliser quelque chose qui vaille la peine d'être regardé. J'utilise un outil qui me donne un large éventail d'options pour raconter de meilleures histoires, aussi bien visuellement qu'au niveau du son. Et cet outil, c'est le sponsor de cette vidéo, Storyblocks. Grâce à une bibliothèque de plus de 7 millions de ressources de haute qualité créées par des humains, Storyblocks me permet de trouver facilement ce dont j'ai besoin tout en gardant le processus simple et rapide. En tant que suite d'outils créatifs tout en un, elle regroupe des séquences vidéo, de la musique, des effets sonores, des modèles et bien plus encore, le tout au même endroit. Donc, au lieu de passer d'une plateforme à l'autre, je peux rester concentré sur la narration de l'histoire. Ils proposent également des outils d'IA conçus pour simplifier la production. Leur voix off IA, propulsée par Eleven Labs, peut générer une narration naturelle. Et si vous avez besoin de visuels personnalisés, leur montage vidéo IA, propulsé par Runway, vous aide à générer et à affiner les plans plus rapidement tout en gardant le contrôle créatif. En plus, vous avez accès à des milliers de modèles directement dans Premiere Pro et After Effects grâce au plugin Storyblocks. Ainsi, le flux de travail reste rapide, simple et beaucoup plus facile à gérer. Storyblocks vous donne accès à une immense bibliothèque de ressources. Et avec un seul abonnement, vous pouvez télécharger du contenu en illimité. C'est une manière économique de créer des vidéos soignées rapidement. Pour commencer à raconter de meilleures histoires, les vôtres, cliquez sur le lien dans la description ou scannez le code QR. Vous pouvez bénéficier de 15% de réduction sur tout abonnement annuel pour une durée limitée, alors profitez-en dès maintenant. Et maintenant, revenons à la vidéo. En 1977, Menahem Begin et le parti Likoud ont remporté une victoire électorale assez importante. Menahem. Begin avait passé toute sa carrière à prôner l'attachement à la Judée et à la Samarie, la Cisjordanie. Une fois au pouvoir, il a encouragé agressivement l'implantation juive, mais même Menahem Begin restait prudent. Il n'a pas annexé formellement la Cisjordanie et Gaza, car il savait qu'absorber des millions de Palestiniens transformerait Israël en un État binational, au lieu d'un État juif. Il voulait la terre, mais il ne voulait pas forcément les gens qui y vivaient. Pendant un certain temps, le grand Israël semblait s'estomper. En 2008, le premier ministre de l'époque, Ehud Olmert, a même déclaré que cette idée était dépassée, et que quiconque la poursuivait encore se berçait d'illusions. Il préparait un plan pour céder la majeure partie de la Cisjordanie aux Palestiniens et réaliser la solution à 2 États, souhaitée par une grande partie du monde. Mais depuis, le balancier politique a fortement basculé vers la droite, et tout a de nouveau changé. Les gouvernements d'Israël sont devenus de plus en plus radicaux, plus militarisés, plus terroristes, plus hostiles envers les Palestiniens, et plus agressifs dans leurs projets de colonisation de la Cisjordanie, d'attaque, d'invasion, d'occupation et d'annexion des terres des pays voisins. D'abord, il y a eu le plateau du Golan syrien, puis Gaza, et maintenant le sud du Liban. Ils le font contre la volonté de nombreux pays, et malgré de très vives critiques de l'ONU. Beaucoup de gens critiquent l'ONU pour ne rien faire à ce sujet, oubliant que l'ONU est simplement composée des pays qui en font partie. C'est aux pays d'agir, l'organisation elle-même ne le peut pas. En 2023, le ministre des Finances d'Israël a pris la parole à Paris, derrière un pupitre affichant une carte du pays qui englobait toute la Jordanie. Depuis, il a suggéré que Jérusalem est destinée à s'étendre jusqu'à Damas, et que l'avenir d'Israël inclut des parties de l'Irak et de l'Égypte. Daniela Weiss, une dirigeante éminente des colons illégaux, a déclaré aux journalistes en 2024 que les véritables frontières sont l'Euphrate et le Nil. Elle représente une branche du mouvement qui considère 1948 et 1967 comme seulement le début d'une expansion beaucoup plus longue. Et en août 2025, Benjamin Netanyahou lui-même a déclaré à un autre média qu'il était en mission historique et spirituelle pour le Grand Israël. Il a dit que c'était le devoir de cette génération d'assurer la survie de cet État élargi, marquant un changement radical par rapport à sa rhétorique antérieure, plus prudente. Et même les États-Unis ont connu un changement. Début 2026. L'ambassadeur Mike Huckabee a déclaré à Tucker Carlson que cela ne poserait aucun problème si Israël prenait le contrôle de tout le Moyen-Orient. De tels propos auraient autrefois coûté sa carrière à un diplomate de haut rang. Mais aujourd'hui, ils font débat dans l'actualité. Et ce qui est encore plus fou, c'est que personne ne semble s'en soucier suffisamment pour agir, du moins ni en Europe, ni en Amérique. Pour être juste, certains pays européens ont en quelque sorte posé des limites. L'Espagne a été très ferme dans ses critiques envers Israël, mais elle reste un peu isolée pour l'instant. Cependant, je pense que le gouvernement israélien devient un peu trop arrogant, si je puis dire.
Je pense que si elle essayait réellement d'atteindre le Nil et l'Euphrate, elle se retrouverait face à une force militaire combinée de l'Égypte, de la Jordanie, de la Syrie, de l'Irak et potentiellement même de la Turquie, qui a été très critique envers Israël. Ils ont gagné à l'époque, mais je doute qu'ils le puissent aujourd'hui. Sur le papier, Israël ne pourrait égaler la main-d'œuvre et les ressources de toutes ces nations réunies en guerre totale, sans oublier la réaction internationale. Les États-Unis aideraient sans doute, mais cela suffirait-il ? La stratégie n'évoque pas une confrontation directe, on dirait une déstabilisation régionale. La théorie veut que des voisins d'Israël affaiblis par des crises internes, des guerres civiles ou une ruine économique ne puissent former un front uni. On a en quelque sorte vu cette tactique commencer à s'installer. La Syrie, déjà divisée et incapable de défendre ses frontières, a vu Israël profiter de la guerre civile pour renforcer sa position sur le plateau du Golan. Après la chute du régime d'Assad, ils ont étendu leur emprise de quelques kilomètres. Le Liban est en état de chaos politique et économique en permanence, ce qui rend l'occupation actuelle du Sud beaucoup plus facile à maintenir pour Israël, et la présence locale du Hezbollah, en tant que proxy iranien, leur donne une excuse pour le faire. Les partisans du Grand Israël pensent peut-être ne pas avoir à gagner une grande guerre. Ils ont juste besoin d'attendre que les États voisins s'affaiblissent davantage, en prenant une zone tampon ici, et une crête là-bas, élargissant lentement la frontière pendant que le monde regarde ailleurs. Ce discours a suscité de fortes tensions au fil des ans, et même des théories du complot, comme certaines interprétations du drapeau israélien. Pendant des décennies, de nombreux dirigeants palestiniens ont affirmé que les deux bandes bleues du drapeau symbolisaient le Nil et l'Euphrate, ainsi que leur ambition d'y parvenir. La plupart des Israéliens disent que c'est absurde, précisant que les bandes viennent du talit, un châle de prière juif. Quand des ministres actuels s'affichent devant des cartes présentant ces fleuves comme frontières, la limite entre théorie du complot et programme politique devient floue. En 1990, Yasser Arafat a affirmé qu'une pièce israélienne portait une carte du Grand Israël. Elle était en réalité basée sur une pièce ancienne de la période hasmonéenne, mais cela met en évidence à quel point les voisins craignent la vision expansionniste. La réaction à ce discours récent a été plutôt explosive. Lorsque Netanyahou a parlé de cette mission spirituelle, en 2025, plus de 30 pays, dont l'Arabie Saoudite, l'Égypte, la Turquie et le Pakistan, ont publié une déclaration conjointe, la qualifiant de violation flagrante du droit international. Ils considèrent cela non comme un rêve religieux, mais comme un projet de guerre régionale permanente. Alors, le Grand Israël est-il réellement en train de se réaliser ? Alors que la carte du Nil à l'Euphrate est encore considérée comme extrême par la plupart des Israéliens ordinaires, la version plus restreinte, c'est-à-dire le contrôle total de la Cisjordanie, de Gaza et du sud du Liban, devient de plus en plus le statu quo en 2026. Les écussons sur les uniformes ne sont peut-être que de la broderie, mais ils traduisent une conviction profonde que selon eux, les frontières du Moyen-Orient ne sont pas figées. Pour certains, c'est une question de sécurité. Pour d'autres, il s'agit d'une sorte de mandat divin qu'ils pensent avoir, ou du moins d'utiliser la religion comme prétexte pour asseoir leur pouvoir. Mais pour les millions de personnes vivant dans les pays situés entre ces deux fleuves, c'est une vision qui laisse entendre que le conflit est loin d'être terminé. Il ne fait que commencer et prend de l'ampleur.